Bonjour, bienvenue aux Assises européennes de la transition énergétique. C'est la 18e édition sur le thème « Le champ des possibles pour les territoires ». Nous allons parler dans un instant d'une innovation industrielle pour valoriser quelque chose qui est encore assez nouveau, qui est l'autoconsommation énergétique. Et on est en pleine actualité parce que vient d'être signé un accord de consortium, ici dans le cadre de cette 18e édition des Assises, entre 5 acteurs de l'énergie électrique, dont je vais vous présenter quelques-uns de ces acteurs très rapidement. Il y a 3 entreprises. Le groupe Inelia, qui est représenté par M. Rémi Casamajour. Bonjour. Bonjour. Également le F-Tronic, qui n'est pas présent, mais vous nous en parlerez peut-être, Monsieur Casamajour, dans un instant. Et Enedis, qu'on ne présente plus. Enfin, je vais quand même présenter son représentant, son directeur territorial Bordeaux, Monsieur Jean-Philippe Dreuil. Bonjour. Bonjour. Et également 2 bureaux d'études, le CEA Tech et le CATI. Et en soutien politique et financier aussi, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Madame Françoise Coutan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente chargée de l'écologie et de l'environnement à la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. De quoi on parle? C'est un projet innovant, donc, dont le but est de développer un parc photovoltaïque en autoconsommation. C'est ça, Monsieur Casamajour? Pas tout à fait. Précisez-nous. Donc en fait, le projet Ruxauto, c'est du retour d'expérience sur les projets en autoconsommation. En tant que développeur solaire, on a développé un cadre à l'autoconsommation il y a 3 ans avec la région Aquitaine, en créant un appel à projet autoconsommation. Et du coup, très vite, s'est posé la question de savoir est-ce que oui ou non on avait des impacts sur le réseau, quelles pouvaient être les bonnes pratiques pour demain. Et donc du coup, on a vraiment jugé utile de créer ce consortium pour, on va dire, indépendant, pour faire toutes ces remontées, donc prouver qu'on n'a pas d'incidence sur le réseau et trouver les bonnes pratiques de développement. D'accord, donc on n'est pas sur la production d'autoconsommation, mais plutôt en aval sur l'analyse des data, l'analyse des données. Exactement. Et le retour d'expérience, et qu'est-ce qu'on peut en faire, Exactement. D'accord. Et donc, je disais en propos liminaire, il y a d'autres entreprises. Vous représentez le groupe Inelia, qui est un groupe basé en Gironde, d'ailleurs, à Lormont. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 minutes, en 2 minutes, même un petit peu moins Donc Inelia, une quinzaine de personnes, entre 4 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est une entreprise du BTP, on fait de l'enveloppe du bâtiment, étanchéité, couverture, bardage, et on a intégré en fait les projets solaires. Quel que soit le type de bâtiment, on s'est intégré du solaire dessus. Et puis on a aussi cette spécificité d'être travaillé vraiment en mode start-up et de développer des projets solaires innovants. Donc on a été dans les premiers à installer des projets en autoconsommation. Et aujourd'hui, quasiment 90% de notre flux de développement est sur l'autoconsommation et beaucoup sur la grande distribution qui est en fait avec leur parking un terrain de jeu vraiment très favorable pour accueillir du solaire en autoconsommation. Aquitaine, Grande Aquitaine, au-delà, niveau national? Donc Grande Aquitaine et on se structure pour passer au national. D'accord. Je vous présentais rapidement M. Dreuil tout à l'heure, et Enedis, vous êtes le distributeur d'électricité, on vous connaît, ex-ERDF, on connaît votre groupe très bien. Comment vous intégrez dans cet accord de consortium? Qu'est-ce que vous apportez? Alors pour Enedis, on est effectivement le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Donc la transition énergétique, on y est au cœur. C'est grâce à ce réseau que les échanges peuvent avoir lieu entre l'endroit où on produit l'électricité, l'endroit où on le consomme. Donc que ce soit les centrales photovoltaïques, les centrales éoliennes et la consommation. Donc c'est ce réseau qui est au cœur de la transition énergétique. Donc évidemment, nous, notre volonté en tant qu'entreprise de service public, c'est d'accompagner les nouveaux usages, les nouveaux modes de production. Et là, en l'occurrence, c'est sur l'autoconsommation. On connaissait quasiment pas ce terme il y a 5 ou 6 ans. Il est en train d'émerger et notre volonté, c'est d'accompagner cette émergence pour développer effectivement la croissance verte, l'emploi. On a parlé d'entreprises Inelia, V-Tronic, qui effectivement sont
sont des PME qui se développent sur ce segment, avec effectivement les pouvoirs publics et les collectivités locales, en l'occurrence le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. Donc pour nous, notre rôle en tant qu'entreprise de service public, c'est d'accompagner cette transition énergétique, de la favoriser, de la faciliter, et c'est pour ça qu'on veut absolument accompagner ce projet Rexauto, où on voit bien qu'il y a des données qui vont être internes dans les usages, la consommation, la production à l'intérieur du bâtiment tertiaire, industriel, voire résidentiel, mais aussi dans ce lien avec le réseau. Donc c'est de croiser ces données-là, de pouvoir les comparer, les analyser pour en tirer le meilleur collectivement pour effectivement l'autoconsommation, pour le réseau et pour les clients concernés. C'est-à-dire que ça peut entraîner, il y a à la fois du software et du hardware, comme on dit, ça peut entraîner aussi des modifications dans le mode de fonctionnement, voire de distribution, enfin... C'est le cas déjà, de toute façon. Tout à fait. Donc on voit qu'effectivement aujourd'hui dans des projets tels que celui-ci, on doit d'abord recueillir un panel de compétences variées. Donc vous voyez qu'on est une équipe projet autour de l'accord de consortium, avoir effectivement rentré dans la politique des collectivités locales. Donc c'est bien une politique forte de la région Nouvelle-Aquitaine que de développer l'autoconsommation en tant que pionnière depuis des années. Et puis effectivement ensuite avoir des compétences et faire une analyse de ce projet-là sous ses composantes techniques. En général, ce n'est pas là que ça se passe le plus mal, financière et juridique. Et donc, c'est d'assembler ces trois composantes-là et de trouver effectivement des nouveaux leviers pour développer encore plus cette autoconsommation individuelle, voire collective. Et pour ça, il faut qu'on lève les freins, les barrières, les points bloquants. On voit qu'il y a eu déjà beaucoup de réglementations récentes sur l'autoconsommation qui était quasiment pas réglementée il y a encore 5 ou 6 ans. Et donc, nous, pour Enedis, c'est vraiment très important de l'accompagner, de le développer. Je prends le cas extrême où on ne l'accompagnerait pas du tout. On pourrait très bien avoir des centrales de production sur le réseau sans qu'on les connaisse et provoquer même un risque pour nos intervenants, puisqu'il faut qu'on sache exactement ce que l'on a en termes de production. Les entrants et les sortants. Voilà. Donc, nos techniciens ou les sapeurs-pompiers, quand ils interviennent en urgence sur le réseau, doivent savoir précisément ce qui est produit, ce qui est consommé pour pouvoir mettre en sécurité l'endroit de leur intervention. Donc ça paraît évident, ça paraît basique, mais ça n'est pas tant que ça. On a besoin de travailler là aussi collectivement pour définir des règles du jeu qui passent par cette composante basique de sécurité, mais qui ont bien sûr l'ambition d'aller beaucoup plus loin vers un développement de cette autoconsommation individuelle et collective, rentable, efficace, développant l'emploi, la croissance verte, et puis la transition énergétique. On voit aujourd'hui les particules fines qui nous polluent. On s'en passerait volontiers, et je pense que ce consortium, ce qu'on met en place, est de nature à contribuer à résoudre cette problématique. Vous le disiez à l'instant, la région Aquitaine a été précurseur pour les installations photovoltaïques en autoconsommation dès 2013. D'ailleurs, je fais une petite précision, une petite incise pour préciser. Vous êtes vice-présidente en charge de la transition énergétique, plus précisément, et non pas de l'environnement de manière générale. Donc, hop, la rectification est faite. Alors, il y a une sorte de logique pour la région Nouvelle-Aquitaine d'accompagner ce type de projet, et aussi de quelle façon vous l'accompagnez d'ailleurs. Et voilà, est-ce que c'est une évolution normale et logique par rapport à l'implication de la région sur ce type de problématique? Madame Coutan. Oui, ça paraît complètement normal qu'une région qui est chef de file en termes de transition énergétique, et ma délégation en transition énergétique et climat prouve que quand même on a envie d'entrer dans cette démarche de transition énergétique qui nous est aussi conseillée, voire imposée par la loi de transition énergétique. Exactement. Alors, ce n'était pas le cas en 2013, la loi n'existait pas, mais il n'empêche que les régions avaient déjà des politiques énergie et souhaitaient sortir des énergies fossiles et engager un développement des énergies renouvelables. Donc, dès 2013, dans l'ex-région Aquitaine, il y a eu cet appel à projet de photovoltaïque en autoconsommation. L'ex-région Poitou-Charentes a lancé également le même type d'appel à projet en 2014. Donc, on avait déjà un potentiel à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et une volonté d'accompagner ce photovoltaïque en autoconsommation, tout simplement parce que la question des tarifs d'achat se posait et n'était peut-être plus suffisamment efficace pour permettre l'émergence de cette filière, qui est une technologie complètement mature. Donc, forcément, on a envie d'aller plus loin et de regarder ce qui peut nous permettre d'être encore plus efficace dans la production d'énergie. Donc, photovoltaïque en autoconsommation, ça a aussi cet intérêt de réguler les consommations ou les productions au regard des consommations.
C'est ça l'objectif. Et le projet Rexauto, c'est bien dans ce sens-là d'essayer, vous l'avez dit, de voir s'il y a un impact sur le réseau, un impact de ces productions sur le réseau, ou si on a bien une adéquation entre la production et la consommation. Donc vous réfléchissez à ces questions-là et on va regarder les résultats avec une grande attention, même si on sait d'ores et déjà qu'il n'y a pas un impact majeur, mais qu'il faut réguler les deux. Moi, ce que je dirais, c'est que j'aimerais qu'on aille au-delà en tant que région avec nos objectifs de 32% d'énergie renouvelable à l'horizon 2021. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille au potentiel des territoires en termes d'énergie renouvelable. Et il y a un vrai potentiel solaire dans notre région Nouvelle-Aquitaine. Donc, comment est-ce qu'on accompagne des projets émergents ? Donc ce photovoltaïque en autoconsommation. Comment est-ce qu'on utilise les surfaces potentielles solaires au maximum ? Non pas en augmentant les consommations, mais bien utiliser ces infrastructures potentielles de panneaux photovoltaïques et de regarder les usages et de connecter les deux au plus juste. Et puis se pose également, à l'intérieur de ce projet Rexauto, la question du stockage, qui est particulièrement intéressante, et sur les énergies dites production intermittente. Donc c'est le cas du photovoltaïque, c'est également le cas de l'éolien. C'est l'enjeu des ENR de manière générale, quoi. Bien sûr. Et c'est pour ça que la région est en train de construire un cluster énergie et stockage. Tout ça doit fonctionner ensemble et on doit pouvoir ensemble justement amener cette région vers ces 32% d'énergie renouvelable, en travaillant évidemment en contrepartie sur la question de la consommation d'énergie. Et vous apportez quoi ? Vous apportez des moyens financiers, un soutien financier, de l'expertise, l'ingénierie ? Non, je pense, enfin, on apporte un Ou soutien financier. Déjà, oui, ça fait on apporte une volonté, une incitation par un soutien financier. Après l'expertise, la recherche, tout cela, c'est eux. C'est à eux de démontrer la pertinence de cette technologie, sa maturité, et comment est-ce qu'on peut justement aller vers un stockage. Moi, c'est vraiment ce qui nous intéresse, je crois, aujourd'hui, de voir comment ces énergies intermittentes peuvent être utilisées et comment est-ce qu'on peut sortir des énergies fossiles. C'est bien ça le sujet. À quel moment vous comptez faire un retour d'expérience pour savoir justement ce que demande Madame Coutan et même, enfin, elle va au-delà, mais savoir, voilà, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, à quelles conditions et comment on peut s'en inspirer, qu'est-ce qu'on peut changer même dans les modes de distribution, en entrée ou en sortie. Voilà, c'est quoi votre planning ? Et donc en fait, on a un projet qui va durer 2 ans, avec des premiers retours, on va dire, à moins d'1 an. Après, en fait, d'ores et déjà, on sait qu'aujourd'hui, sur toutes les centrales qu'on a déjà mis en service depuis plus d'1 an, on n'a pas de problématique et qu'aujourd'hui, voilà, les installations fonctionnent. Donc voilà, mais autrement, pour avoir des données officielles, il va falloir compter à peu près une bonne année, le temps que tout se structure et qu'on ait mis en place tous les systèmes de collecte d'informations. Et puis après, bon, au-delà de la région, en fait, c'est vrai qu'elle va amener le financement, mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'elle amène de la visibilité. Nous, ça nous permet d'être ici, de pouvoir communiquer, parce qu'un des premiers facteurs de succès, c'est ça, c'est la communication. Aujourd'hui, peu de personnes savent que l'autoconsommation, c'est possible et que c'est facile. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire 20 à 30% de son électricité grâce à du solaire en autoconsommation. Et puis après, deuxièmement, c'est aussi le cadre politique. On a besoin de stabilité. Aujourd'hui, on jongle entre des appels d'offres creux, des appels à projets régionaux, et donc on a besoin d'avoir une stabilité et quelque chose qui soit assez clair. Et c'est vrai que, en tant que développeur, on a bien vu que l'appel à projet région était quand même plus simple à utiliser que des appels d'offres nationaux. Et puis enfin, mais voilà, c'est toute cette partie soutien financier, de telle manière à ce qu'on ait une visibilité pendant plusieurs trimestres, de telle manière à ce que en fait, nos projets en fait, puissent sortir jusqu'à ce qu'on ait la parité réseau. Donc on a déjà sur certains segments clients, on a une parité réseau qui approche. Qu'est-ce que vous voulez dire par une parité réseau ? Alors une parité réseau, c'est globalement qu'aujourd'hui, le consommateur, il est le même coût entre je produis avec du photovoltaïque ou j'achète sur le réseau. J'achète du nucléaire ou j'achète du nucléaire et dedans, en fait, j'incorpore du photovoltaïque. En fait, voilà. Dedans aussi, il y a des taxes de réseau et tout ça. Quand je parle aussi de clarification de la réglementation, c'est le kilowattheure aujourd'hui, il est taxé pour l'utilisation du réseau et ça vient
financer en fait Enedis. Donc ça, c'est Monsieur Droy pourra mieux en parler que moi. Et donc du coup, c'est trouver avec ces nouveaux modèles, il va falloir trouver d'autres méthodes de financement pour le réseau. Et donc tout ça, il faut qu'on l'exprime et qu'on trouve des solutions. Oui, c'est un sujet quand même complexe. On dit c'est simple, mais enfin voilà, techniquement c'est simple. Les filières de production de NR sont comme vous disiez, Madame Coutan, sont connues et sont matures surtout. Mais voilà, après c'est le mode de fonctionnement, c'est le mode de financement, c'est le mode de connexion, c'est l'acceptabilité sociale aussi. Enfin, il y a toutes ces étapes-là à passer en fait, qui sont peut-être les plus difficile, non? C'est simple, mais comme souvent, le diable est dans les détails. Et effectivement, l'objet du projet, c'est de réunir les différentes compétences, encore une fois sous l'égide du chef de file de tout ce qui est transition énergétique et politique énergétique, la région Nouvelle-Aquitaine, pour se poser toutes ces questions-là et y répondre, pour revenir sur le prix de l'électricité finalement. Aujourd'hui, pour faire simple, on peut le couper en 3 morceaux, à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Et un tiers, c'est tout ce qui est réseau, donc le dépannage, l'entretien du réseau électrique. Il y a un tiers, c'est l'électricité qu'on achète, qu'elle soit nucléaire, éolien, photovoltaïque, c'est une moyenne, ou hydraulique. Et puis un tiers, ce sont des taxes diverses et variées qui viennent se rajouter. Donc on voit qu'effectivement, il faut regarder l'ensemble de ces composantes d'un point de vue, encore une fois, technique, juridique et financière, avec une volonté, c'est de développer les énergies renouvelables et de développer l'autoconsommation pour la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, nous, notre finalité, elle est là, dans un souci d'efficacité. Donc on sait bien qu'effectivement, il faut avoir une efficacité économique, un temps de retour, et un projet qui n'a pas de temps de retour restera un projet. Vous qui êtes à des niveaux différents des observateurs justement de cette problématique-là, est-ce que la société est prête justement pour développer ce type d'énergie en autoconsommation? Ou est-ce que c'est un vœu pieux porté et de manière très juste et très légitime par des collectivités ou par des entreprises, des bureaux d'études ou par des distributeurs qui voient aussi un intérêt, pas qu'économique, mais qui voient un intérêt aussi économique? Depuis 2008, 100% de mes clients me parlent d'autonomie. Ils veulent tous être autonomes. Je ne pense pas que ça soit vraiment une bonne solution et on a plutôt intérêt, au contraire, de s'appuyer sur le réseau et de faire notre objectif des 32% d'énergie renouvelable. Donc il y a une vraie volonté et c'est vraiment quelque chose qui est partagé de pouvoir faire une partie de son électricité grâce à des énergies renouvelables. Après, effectivement, comme vous l'avez, c'est simple pour des gens comme nous de la profession, mais ça reste quand même très compliqué à mettre en œuvre. Et du coup, c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des cadres stables qui ne bougent pas et puis de créer de la facilité pour la mise en place de tous ces projets. Et puis après, derrière, plus en fait, on va se rendre compte, plus on est près de l'utilisateur et plus il est prêt à le financer. On voit qu'aujourd'hui, un particulier est prêt à le faire. Un adhérent d'un supermarché qui le fait parce que c'est pour lui, c'est son patrimoine immobilier, il veut le faire. Après, un grand groupe, on va dire que les temps de retour sont beaucoup plus exigeants. Et donc, du coup, on a besoin de passer à ce que finalement nos majors, nos grands groupes, nos élus mettent dans les cahiers des charges des obligations de faire du solaire. À chaque fois qu'on fait une délégation de service public, il y a des bâtiments derrière, il y a de l'exploitation. Et puis du coup, il faut que les grands groupes se disent tiens, je vais répondre en mettant en place du solaire et je vais faire 32% d'énergie renouvelable et ça dès maintenant. Et donc là, du coup, voilà, c'est toutes ces consciences-là qu'il faut prendre. Grosso modo, un projet solaire, aujourd'hui, on est capable d'avoir des temps de retour à 10 ans. Donc là, on parle de financier. 10 ans, c'est très court pour l'énergie. Voilà, faisons. Madame Coutan, sur ce sujet-là? Je crois que très objectivement, le photovoltaïque en autoconso, aujourd'hui, il est intéressant et efficace pour les entreprises, pour les collectivités. Pour le particulier, on a encore quelques progrès à faire pour qu'économiquement ce soit viable. Mais il faut évidemment poursuivre le travail et les recherches pour le rendre économiquement viable. Je crois qu'il faut que nous, collectivités, on ait une vision globale. Là, on est sur le photovoltaïque en autoconsommation. Il n'y a pas que cette énergie renouvelable. Et arriver à 32% d'énergie renouvelable, c'est aussi regarder les autres énergies potentielles pour cette région.
Et c'est notre rôle, nous, région, de regarder aussi le potentiel des territoires et de travailler. Il ne s'agit pas de mettre du photovoltaïque partout, même si ce n'est pas pertinent, ou de l'éolien partout, même si ce n'est pas pertinent, ou de la méthanisation, ou de la biomasse au sens large, l'hydraulique, etc. On veut construire ces projets au plus près du territoire. Et c'est bien le sens aussi de ce que nous avons lancé avec le Conseil permanent de la transition énergétique et du climat, où nous souhaitons mettre en place, où nous mettons en place, parce qu'il est opérationnel aujourd'hui, la transversalité au sein des services de la région, parce que les compétences de la région sont toutes, directement ou indirectement, liées à la transition énergétique. La transition énergétique, ce n'est pas que l'énergie, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc on a mis en place ce COPTEC, et à l'intérieur de ce COPTEC, on a un comité régional des acteurs qui s'est réuni pour la première fois le 5 décembre, qui va se réunir sous forme d'ateliers des solutions sur un certain nombre de thématiques, dont cette question que vous évoquiez très justement, l'acceptabilité de ces projets. Donc, comment est-ce que le citoyen, les structures, les collectivités, les associations, les entreprises, tout ce qui fait un territoire, acceptent ou pas les énergies renouvelables? Quels sont les freins? Comment est-ce qu'ensemble on lève ces freins? Et je crois que c'est en étant au plus près des territoires qu'on réussira à lever ces freins. Et on a un certain nombre d'ateliers des solutions en cours d'élaboration sur les énergies renouvelables, bien entendu, parce qu'il y a un vrai sujet, mais sur d'autres sujets également, sur la question des filières, qui sont à structurer également à l'échelle de la région sur certaines thématiques. Donc, regardons globalement la question si véritablement on a envie d'arriver aux objectifs que nous nous sommes fixés. Nous, c'est ça notre rôle de région, c'est moteur, incitateur. La feuille de route est pour la région, et pour Enedis, et pour Inelia, et pour le projet Rexauto. Rendez-vous peut-être dans 2 ans pour faire un point. Peut-être parler aussi des autres acteurs, juste rapidement. Oui. Donc EVtronic, qui est le spécialiste de la borne de recharge rapide, qui est un industriel aquitain. Et donc du coup, on va avec lui, grâce à lui, intégrer la mobilité électrique dans nos réflexions, ce qui est très important, puisqu'aujourd'hui, en fait, on va dire qu'on a dimensionné les projets d'autoconsommation sur une base 100. C'est sur la demande en électricité du magasin, du client. Et puis, du coup, si on rajoute la mobilité électrique, peut-être qu'on va passer à une base 200 ou 250 ou 300. Et donc ça, c'est vraiment très, très pertinent de l'imaginer aujourd'hui. Ça va nous permettre de pouvoir faire encore plus de NR. Et quelque part, on va pouvoir, cette énergie qui est donc le pétrole, on va la remplacer par l'électricité au fur et à mesure pour la mobilité électrique. Donc ça, c'est une composante importante. Après, derrière, il y a le CATI, qui est un centre de transfert de techno en big data. Et il va pouvoir nous amener, en fait, globalement, chez un client, il va pouvoir mettre plein de capteurs, récupérer de la data et donc du coup essayer de trouver des systèmes pour comprendre mieux l'usage automatiquement. Et plus on va comprendre, mieux on va comprendre les usages finaux des utilisateurs, et plus nous on pourra concevoir en fait technologiquement le produit. Ce ne seront pas des enquêtes qualitatives, c'est des enquêtes des collectes d'infos. Voilà, aussi, donc il fait que forcément il y aura cet aspect cognitif, mais pas que, et du coup c'est d'arriver en fait à l'automatiser et à récupérer, au départ on va se dire, on va récupérer des datas, et on se dit c'est quoi le lien avec l'autoconsommation, et puis au bout de 2 ans d'analyse, on va dire tiens, à chaque fois qu'il y a ce phénomène, il se produit ça. Et donc du coup, ça vaut peut-être le coup qu'on regarde et qu'on comprenne. Donc du coup, on va voir apparaître des usages et on verra s'il est pertinent ou pas de les utiliser. Et puis enfin, on a le CEA Tech, en région, qui a déjà développé la plateforme énergie grâce à la région, et qui va pouvoir en fait nous amener tout son support sur où en fait tous ces indicateurs vont arriver sur cet énorme ordinateur sécurisé, et donc il va pouvoir faire le traitement de données, et donc comme ça on va pouvoir mieux l'analyser, et puis après derrière on va pouvoir faire le lien avec tous leurs projets qu'ils ont en cours de développement, et du coup nous amener toutes les briques plateformes techniques et techno qu'ils ont par ailleurs soutenues d'ailleurs par la région. Exactement. Aussi. D'accord. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Messieurs, dames, merci en tout cas, et à bientôt. J'espère pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, ou en tout cas pour faire un point, pour savoir où on est Rexauto, et les éléments d'information qu'on pourra en retirer, et pour les uns et les autres. Merci et bonnes assises. Merci. Merci.